Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons parlé ce matin de défilé des écrivains, des auteurs à la rubrique Le Point de Métropole. C'est dans le cadre de Livres en folie qui débute demain. Je crois que ça doit durer 2 jours. Quelques écrivains sont avec nous ce matin. D'abord, un premier groupe, évidemment. Nous avons Sonny Lamar. Sonny Lamar qui aura à nous parler de son ouvrage Au bout du tunnel, le secret des gens heureux. Sonny Lamar revient avec le volume 2, Notre Église et le sous-développement. Et nous avons aussi Monsieur le Président de Jean-Pierre Rodrigue Mathieu. On va dans un premier temps parler de ces ouvrages. Évidemment, d'autres écrivains vont arriver à la deuxième partie de l'émission pour parler notamment de la guerre des diplomates en Haïti, quand Ricardo Seytenfus veut sauver son Brésil. Et de jeunes écrivains auront donc à nous en parler. En passant, je signale qu'il y a des écrivains qui sont empêchés et qui nous ont demandé de faire état des titres de leurs ouvrages à paraître ou encore à être en signature demain à Livres en folie. Par exemple, Les ailes cassées de la colère, un roman de Edgar Gousse. Je ne danse qu'avec les femmes nues, un recueil de poèmes toujours d'Edgar Gousse. Et puis il y a L'épineuse question de la décharge en Haïti de Joubert Neptune. Et finalement, le mouvement national patriotique du 28 novembre de l'ingénieur Desjans Béliséa. Nous commençons avec nos invités qui nous font l'honneur d'être là avec nous en première partie de l'émission. Sonny Lamar Joseph, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell et merci d'avoir pensé à m'inviter à Le Point et je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Métropole. Jean-Pierre Rodrigue Mathieu, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, merci. Il m'est très agréable d'être avec vous. Aujourd'hui, vous parlez de mon ouvrage, Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est le titre du... Bon, quand même, c'est intéressant. Et de toute façon, vous vous adressez à qui? À quel président? À n'importe quel président, quelle que soit la personne qui emporte le costume. Et c'est un ouvrage... Vous parlez, à ce niveau-là, vous parlez de président de la République ou bien président directeur général ou bien président... Non, président de la République. Président de la République. Car le président de la République est un metteur en scène. Ça peut être un président du Sénat aussi ou un président de la Chambre des députés, non? Bon, peut-être, mais l'ouvrage s'adresse au président de la République parce que c'est le président de la République qui a le gouvernail normalement de l'État. Ok. Et vous allez nous en parler dans un instant. Et Sonny Lamar Joseph, vous aviez déjà rédigé Notre Église et le sous-développement. Si vous estimez opportun ou encore intéressant de rédiger un deuxième volume, il faut croire que ça avait marché pour vous. Alors certainement, merci Wendell. On doit préciser que c'est un best-seller l'année dernière. Donc pendant 2 années consécutives, je dirais que mes ouvrages sortent parmi les meilleures ventes. Et si je me réfère à la satisfaction de mes lecteurs fidélisés, et leurs réactions et leurs conseils par rapport à ce sujet que je traite et qui en principe est d'actualité, c'est la question du rôle de l'Église dans le sous-développement. Donc quand je dis notre Église et le sous-développement, c'est voir comment est-ce que l'Église doit en principe s'impliquer, jouer son rôle pour sortir Haïti du bourbier. Et effectivement, comme vous l'aviez dit, ce fut un succès et sur demande de mes lecteurs et intéressés, et j'ai pensé à faire sortir le volume 2. L'Église, notre Église et le sous-développement, la religion, l'opium du peuple, vous diriez quoi? Marx. Alors je dirais effectivement que les grands mots que rencontre particulièrement notre pays, d'ailleurs, c'est porté sur Haïti. Et les problèmes que je considère, que je cite, et par rapport à l'Église et Haïti, justement, c'est la religion a un rôle important à jouer. Par exemple, si je prends la question de sous-développement, la façon d'enseigner les fidèles, la façon de les influencer, et là je parle des leaders, ça ne reste pas sans conséquence sur le fonctionnement de ces gens-là au niveau de la société. Effectivement, on peut dire que c'est, comme Karl Marx l'avait dit, la religion c'est l'opium du peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, puisqu'on n'est pas
trop loin de la célébration des 200 ans du protestantisme en Haïti. L'heure est venue aujourd'hui de repenser l'Église, de penser l'Église autrement, d'agir autrement pour pouvoir permettre aux fidèles, aux chrétiens de jouer leur rôle et d'être utiles à leur communauté, à eux-mêmes et à leur famille comme il faut, parce que la Bible en principe prêche le travail, la Bible est pour le travail, la Bible est pour l'évolution de l'être, puisque nous servons un Dieu qui est un Dieu d'excellence et qui est un Dieu omnipotent et qui est un Dieu omniscient. Donc si effectivement nous sommes ses enfants, eh bien, c'est une obligation pour nous, pour chacun de ces enfants de s'évertuer à projeter cette image de marque de leur Seigneur. Donc voilà. Alors là, vous souhaitez transformer le religieux ou le croyant en agent de développement. En tout cas, c'est notre souhait. Alors, certainement, parce que là, mettons-nous d'accord que, en principe, un chrétien, c'est un disciple de Christ. Et si on prend Christ... Mais qui est appelé aussi à dire Amen, hein, chaque fois que le prêtre parle, alors, le pasteur parle. Qui est appelé à dire Amen quand il faut dire Amen. On n'est pas forcé de dire Amen, on n'est pas obligé de dire Amen pour n'importe quoi. N'importe quoi ou peut-être n'importe quel discours prêché en chair. Malheureusement, le problème de formation fait qu'on rencontre effectivement des fidèles qui, peut-être un prédicateur peut venir et dire ça c'est blanc, et puis là le fidèle dit Amen, et puis un autre vient pour le même objet, dit que c'est noir, et puis le fidèle dit Amen. Mais c'est un problème de formation. Maintenant, on doit justement arriver à ce niveau-là, à cette étape où le chrétien, le fidèle réalise qu'il faut que ce n'est pas en principe le pasteur qui doit dicter les choses, surtout si le discours du pasteur, ce n'est pas un discours progressiste. Ce n'est pas un discours qui permet à l'être de s'épanouir. Ce n'est pas un discours qui permet aux citoyens de réaliser le plan de Dieu pour sa vie. D'ailleurs, la Bible le dit. Le plan de Dieu pour ses enfants, c'est un plan de paix et non de malheur. Donc, sur cette base-là, un leader qui prêche, un message qui porte l'autre à se limiter, je ne sais pas, et à éviter de s'impliquer, ou à éviter de jouer son rôle dans le changement de sa communauté, eh bien, il faut certainement, comme je le dis tout le temps, d'ailleurs dans le tome 1, je l'ai dit, si votre pasteur vous dit de ne pas aller à l'école, si votre pasteur vous demande de venir jeûner 24 heures sur 24, si votre pasteur vous demande peut-être là de venir apporter votre visa, votre passeport pour un visa, ou venir avec votre CV pour trouver le job, si c'est seulement ça le discours du pasteur, le pasteur ne vous prépare pas à vous préparer, ne vous demande pas d'aller à l'école, ne vous demande pas d'aller peut-être vous perfectionner, ah ben, il faut tout simplement laisser ce pasteur-là, parce que ce pasteur ne contribue pas. Il pourra vous dire aussi que le Christ n'a pas été à l'école. Mais quand même, alors, on se mettra d'accord que Christ était Dieu. C'était Dieu, donc il a toute la connaissance. On ne pourrait quand même pas avancer cet argument lorsqu'on tient compte que Christ était 100% homme et 100% Dieu. Donc il avait toute la connaissance puisque c'était Dieu sur terre. Donc maintenant, on ne pourrait quand même pas évoquer cet argument pour justifier le fait que peut-être là un pasteur demande à un fidèle de rester en prière régulièrement sans chercher à se former ou sans peut-être chercher à s'impliquer. De jeûner 24 heures sur 24. Oui. Et jeûner veut dire ne rien prendre, ne rien manger pendant des heures. Effectivement, mais jeûner peut-être pas c'est pas mauvais si on effectue un peu de recherche sur le jeûne. C'est pas mauvais pour le corps, d'ailleurs les spécialistes en santé publique pourront certainement le préciser. Mais il y a des conditions pour jeûner. Il y a des conditions, etc. Il faut se préparer avant. Il faut se préparer, justement. Il faut se préparer, mais on ne peut pas quand même faire du jeûne sa nourriture quotidienne, alors qu'on a des responsabilités côté familial, on a des responsabilités au niveau de la société, et donc on pense que c'est Dieu qui viendra faire pour nous, donc ce n'est pas la peine de s'impliquer. Donc maintenant, ces discours-là, en principe, ce sont des discours qui devraient tomber en désuétude et qui devraient porter les fidèles à s'organiser. Voilà pourquoi ma démarche s'inscrit justement dans ce cadre-là, pour voir comment est-ce qu'on peut arriver, puisqu'on n'est pas trop loin comme je l'ai dit, de la célébration du bicentenaire du protestantisme en juillet 2016. Donc l'heure est venue pour les leaders de réaliser qu'ils ont pendant trop longtemps maintenu en esclavage, en captivité les fidèles, et que maintenant il faut un autre discours pour la libération de ces gens-là. Vous êtes d'accord avec ceux qui parlent de zombification des religieux? Sonny Lamar, merci pour ce brillant exposé ou cette brillante présentation de votre livre, Notre Église et le sous-développement, volume 2. Évidemment, on reviendra, si on a le temps, pour parler de ce deuxième livre, il sera en signature également. Au bout du tunnel, le secret des gens heureux. Mais après, permettez que j'accueille Monsieur le Président de Jean-Pierre Rodrigue Mathieu. Monsieur le Président, le titre apparemment est évocateur. Et
Pourquoi ce titre? Pourquoi? Oui, c'est mon 20e ouvrage. Votre 20e ouvrage. Et j'écris surtout dans le domaine universitaire. Parce que je sais que normalement, nos chercheurs en ont besoin. Monsieur le Président, vous savez, le Président, c'est le metteur en scène, le premier personnage responsable de la République, auquel il faut le plus souvent fournir des données adéquates pour la réussite et avec tout le monde. Maintenant, dans ce livre, je fais des propositions qui, normalement, sont liées à l'émergence. Nous sommes tout à fait anxieux et aussi pressés de voir notre pays, voyez, émerger pour passer au stade du développement. Ce livre, c'est un livre, normalement, qui traite des questions qui, si on les met en application, permettent de réaliser, voyez, rapidement, voyez, ce que nous attendons. J'ai même parlé de la façon dont il faut réorganiser l'État, c'est-à-dire en venant avec la question des provinces. Chaque province qui serait gouvernée par un gouverneur élu. Et dans le cadre de la vraie décentralisation et des politiques sociales à envisager, adaptées à la réalité présente. Et j'ai parlé aussi de certaines erreurs au niveau de nos ministères. Par exemple, prenons l'exemple du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je fais la proposition que les collectivités territoriales ne sont pas en dehors de l'intérieur du pays. Donc, les collectivités territoriales font partie intégrante de l'État. On ne peut pas parler du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. On dirait? Ministère de l'Intérieur, tout court. Maintenant, on prend aussi... Donc vous êtes en train de nous dire que c'est de trop. Ce ne serait même pas nécessaire d'ajouter collectivité territoriale. Parce que le ministère de l'Intérieur a, dans l'intérieur, les collectivités territoriales. Est-ce qu'autrement dit, on pourrait aussi écrire le ministère des collectivités territoriales? Pas. Parce que le pays est constitué surtout de collectivités territoriales. Non. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'au lieu de dire ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, on pourrait tout simplement se contenter de dire soit le ministère de l'Intérieur, soit ministère des collectivités territoriales? En un mot. Est-ce que ce serait... Mais, comme on est habitué le plus souvent, vous voyez, au ministère de l'Intérieur, c'est préférable de garder le ministère de l'Intérieur. OK. Voilà. Il y a l'autre super ministère, il y en a deux. Intérieur et les affaires étrangères, qui s'occupent de la diplomatie. J'ai parlé de la façon dont il faut orienter notre diplomatie dans le pays. Parce que je n'ai pas besoin de faire des détails. Les lecteurs en prendront connaissance eux-mêmes. Maintenant, on voit que la diplomatie est plutôt menée par les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères est la personne ou bien la personnalité qui s'occupe plutôt des affaires courantes. Ou qui reçoivent, je peux dire, ces gens-là, la dictée qui arrive de quelque part. Ce n'est pas comme autrefois où on savait voir les ministres des Affaires étrangères partir pour réaliser certaines choses en faveur de leur pays, pour revenir faire le rapport au président de la République. Ensuite, j'ai parlé dans cette question comment, voyez, mettre l'université en général au service du pays. Et aussi la facilitation au développement. Parce que dans certains pays, lorsque les décideurs de l'État accueillent des gens qui vont investir dans un secteur, ils savent comment les accueillir. Mais ce n'est pas donner une série de critères qui tendent à décourager. Alors, le livre, Monsieur le Président, est dédié ou encore est destiné au président ou encore aux dirigeants, aux partis politiques aussi, aux fonctionnaires. Et surtout, il y a un autre point très important, c'est le cabinet particulier. Parce que les affaires d'un pays se règlent au niveau du cabinet particulier. J'en ai parlé. Je n'ai pas besoin d'en faire un... Quand vous parlez de cabinet particulier du président... Du président, des ministres. Et aussi des secrétaires d'État. Pourquoi vous ne parlez pas des parlementaires? Les parlementaires sont là-dedans. Parce que normalement, pour que le Sénat et, je peux dire la Chambre des représentants, qu'on appelle dans certains pays la Chambre des députés, fassent bien leur travail, il leur faut normalement posséder
la connaissance requise. Et j'en ai parlé. Et ce n'est pas aller pour entendre des gens se dire à un député, à un représentant, voilà ce que vous allez dire. Mais il faut qu'il maîtrise la situation pour pouvoir bien contrôler. Ici, il y en a dedans. Dans cet ouvrage, on découvrira ou encore on trouvera un guide. Oui. Un guide ou bien des conseils, tout simplement, ou encore une proposition. Ce livre est un guide. Un guide. Parce que si vous voyez que jusqu'actuellement, le livre écrit par Machiavel, pour pouvoir entrer dans les bonnes grâces des Médicis, est jusqu'à présent actuel et présent dans la vie des autres, eh bien le livre, Gérer l'État, s'adresse non seulement aux pays sous-développés et aussi aux pays développés. C'est un ouvrage que des siècles ne pourront pas, voyez, faire taire. Donc ce guide, si on le met en application, on arrivera, voyez, sans difficulté à la reconstruction de l'État et on arrivera aussi à atteindre le développement espéré. Merci, docteur Jean-Pierre Rodrigue Mathieu. Vous aurez à intervenir pour nous parler de vos attentes par rapport au public qui aura à faire le déplacement demain. Mais en quelques secondes, Sonny Lamar, vous allez comprendre qu'on ne pourra pas rester longtemps. Au bout du tunnel, le secret des gens heureux. Alors, c'est un ouvrage, Wendell, sur la motivation personnelle et qui parle d'estime de soi, qui parle de confiance en soi, qui parle de succès et d'échec et quelle attitude, en principe, le citoyen devrait garder par rapport à des situations dans lesquelles il se trouve. Donc maintenant, c'est un ouvrage qui traite de plein d'histoires, de gens qui ont réussi et qui ont aussi échoué, et aussi des textes que j'ai adaptés, d'autres que j'ai insérés dans ce document. Donc, pour pouvoir motiver. Autrement dit, les échecs de la vie, comment les contourner, comment comment faire face, justement. Comment faire face. On n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant face à une situation, dépendamment de son attitude. Et c'est Jeff Keller qui l'écrit dans un ouvrage que j'apprécie beaucoup. C'est Tout est dans l'attitude. Donc maintenant, on peut toujours se trouver face à une situation difficile. Maintenant, sortir de ce problème-là dépendra de son attitude par rapport à cette réalité. Donc, au bout du tunnel, c'est aider les gens dans leurs problèmes, peut-être les moments de grande turpitude, à comprendre que ce n'est pas abandonner qui leur fera sortir de leur situation. Mais c'est avoir une attitude de gagnant et pour pouvoir faire face à ces problèmes-là et pour pouvoir en sortir. Et lorsqu'on sort, on verra la lumière au bout du tunnel. Merci, Sonny Lamar Joseph. Au bout du tunnel, le secret des gens heureux. Et notre Église et le sous-développement, vous espérez nous ruer sur vos ouvrages demain? Ah oui, certainement. D'ailleurs, le feedback est très positif, Wendell, et j'ai déjà soumis mes œuvres, mes textes à des lecteurs qui ont réagi, et j'attends effectivement tout un beau monde demain, et des gens qui m'ont promis, et pas des moindres, qu'ils seront à Livre en Folie pour retirer leurs exemplaires, que ce soit au bout du tunnel, et notre Église et le sous-développement, sans oublier mes autres titres qui seront aussi en vente sur le kiosque de la Maison des Champs et au Parc historique de la Canne à Sucre. Merci Sonny Lamar, merci docteur Mathieu. Vous espérez... De toute façon, parce que c'est un ouvrage passionnant, que chaque Haïtien devrait pouvoir se procurer. Parce que normalement, ce n'est pas la première fois que je participe à Livre en Folie. Et tous ceux qui, normalement, possèdent des ouvrages me disent que c'est leur livre, voyez, de chevet. Alors, il y a aussi Gérer l'État. Gérer l'État, qui est également un ouvrage, c'est très volumineux, mais qui est très possédé dans le pays. Mais pourquoi vous êtes si passionné des choses publiques? Parce que tout simplement, je veux voir Haïti, normalement, arriver au développement. J'écris beaucoup sur Haïti, surtout dans le domaine universitaire, mais les étudiants s'y intéressent beaucoup. Alors, l'ouvrage, Monsieur le Président, est très passionnant. J'espère que tout chacun, voyez, se procurera, voyez, ce livre. Parce que normalement, l'intérieur du livre est un guide, comme vous venez de le dire, qui habilitera tout un chacun à bien se fixer. Merci encore une fois, docteur Mathieu, Jean-Pierre Rodrigue Mathieu, Monsieur le Président, Gérer l'État. Gérer l'État sera également en signature demain? Oui, parce que l'année dernière, oui, on en demande cette année-ci, mais la deuxième édition, c'est pour bientôt. Mais quand même, Gérer l'État est un projet de société immense. Merci encore une fois, docteur Mathieu. Merci Sonny Lamar, Joseph. J'étais très content de lier connaissance quand même. Avec
la teneur, je dirais, de vos ouvrages, même si c'est de façon succincte. Et j'espère aussi que les gens sauront apprécier vos œuvres, messieurs. Oui. Merci beaucoup, Wendell. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Succès. Et à bientôt. Merci, Wendell. Et je vous souhaite de lire mon livre, surtout le soir, avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage passionnant qui vous aidera à bien dormir. Les somnifères là-dedans. Plus même. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de cette émission, la rubrique Le Point de Métropole. Et merci de votre intérêt. Ne quittez pas. Au retour, on accueillera d'autres invités pour parler notamment de la guerre des diplomates en Haïti. Quand Ricardo Seytenfus veut sauver son Brésil. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est bien sûr le moment d'accueillir le deuxième groupe d'invités. Et en fait, ce deuxième groupe va nous parler justement de la guerre des diplomates en Haïti. Et je rappelle en passant que d'autres ouvrages seront en signature demain. Les ailes cassées de la colère. C'est un roman de Edgar Rousse. Et ensuite, il y a ce recueil de poèmes « Je ne danse qu'avec les femmes nues ». Et puis, l'épineuse question de la décharge en Haïti, œuvre de Joubert Neptune. Et puis, il y a aussi le mouvement national patriotique du 28 novembre, écrit par l'ingénieur Desjans Bélizaire. Accueillons Wislin Louisin et Jefferson Bélizaire, étudiants finissant en communication sociale à la faculté des sciences humaines, deux des co-auteurs de la guerre des diplomates en Haïti, quand Ricardo Seytenfus veut sauver son Brésil. Évidemment, c'est sous la direction du professeur Hérold Toussaint. Wislin, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour super branché de Le Point. Je ne savais pas que vous étiez écrivain ou écrivaine. J'ai plusieurs cordes à mon arc, Wendell. Bravo, bravo. Jefferson, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour super branché de Le Point. La guerre des diplomates et en Haïti, bon, moi j'ai survolé quelques ouvrages, d'autres ouvrages de Ricardo Seytenfus. Je sais son intervention, j'ai une idée de son intervention auprès des autres membres de la communauté internationale, notamment quand on était en pleine période électorale. Là, nous sommes en 2010. En 2010. Vous avez entendu, en tant qu'écrivain, et chercheur aussi, étudiant, et vous estimez qu'il y a eu une guerre. C'était la guerre des diplomates en Haïti. Est-ce que, je ne sais pas qui d'entre vous veut placer dans son contexte cette guerre, entre guillemets? Wislin, c'est vous ou Bélizaire? La guerre des diplomates en Haïti, effectivement, Wendell, nous avons lu des livres, nous avons fait des recherches, nous avons écouté des interviews également. Nous avons compris que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 2010, lors de la période électorale, il y a eu une guerre, il y a eu une bataille entre les diplomates, à savoir par exemple les États-Unis, le Canada, la France et puis le Brésil. Ils ne pouvaient pas s'entendre exactement pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait décider pour Haïti. C'était une vraie bataille, c'était une guerre. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons titré le livre « La guerre des diplomates ». Cependant, il y a un sous-titre. Quand Ricardo Seytenfus veut sauver son Brésil, au milieu de toute cette guerre-là, Ricardo lui-même, dans son livre « L'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemme et égarement », il a fait plaidoyer pour le Brésil pour dire qu'il y avait une guerre, certes, il y avait des mésententes, certes, mais le Brésil était le pays qui voulait sauver Haïti, qui voulait défendre vraiment la cause haïtienne. Et là, à partir de ce constat que vous avez fait, est-ce que je dois dire... Est-ce que je dois parler de constat? Je ne pense pas, c'est que vous avez réussi à déceler quelque chose jusque-là, non perçu, non remarqué par le commun des mortels. Justement. Et vous estimez opportun de rédiger ce livre, Jefferson. Quel est l'intérêt de cet ouvrage? L'intérêt pour nous, qui a travaillé pendant 10 mois, c'est de juillet 2015 à mai 2016, il était important de permettre aux lecteurs de déceler les dessous des relations que Haïti entretient avec les pays étrangers, incluant le Brésil. Donc, il était important de voir pourquoi Seytenfus a osé cette parole qu'il a inscrite
à l'intérieur de son livre, L'échec de l'international à Haïti, entre dilemme et égarement. Pourquoi Certaines Fausses a osé cette parole? Et il était important pour nous d'oser une parole aussi face à Certaines Fausses. Non pas pour polémiquer, mais pour critiquer, pour analyser ces paroles et ensuite tirer des conclusions et les recommandations nécessaires. Nous devons comprendre qu'à travers cet ouvrage, vous êtes en train de démontrer que les interventions de nos diplomates dans les affaires publiques sont en quelque sorte une affaire à eux qu'ils voulaient régler. Mais ce n'est pas l'affaire des Haïtiens à proprement parler. Évidemment, nous avons compris que les paroles de Certaines Fausses, il y a quand même une part de vérité. Il parle de l'échec de l'aide internationale, il parle de la complicité des acteurs haïtiens dans cet échec-là, mais il essaie de tirer le Brésil du lot. Et nous savons très bien qu'à la fin des années 80, le début des années 90, avec l'hégémonie du Brésil, avec la montée économique du Brésil, le Brésil a des intérêts et qu'il fallait défendre ses intérêts auprès de la communauté internationale, notamment avec son intégration au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un siège permanent. Le problème, c'est pourquoi vous parlez de sauver le Brésil. Pourquoi nous parlons de sauver le Brésil? En fait, ce sous-titre-là, nous avons beaucoup osé avec. Donc, Cétéphus, il n'a pas froid aux yeux. Il dénonce clairement les autres acteurs. Il peut te dire, par exemple, tel pays était impliqué dans telle cause, telle cause, telle cause. Cependant, ce que nous n'avons pas retrouvé, comment se fait-il que le Brésil qui dirige la MINUSTAH depuis 2004, comment se fait-il que le Brésil qui est impliqué à ce niveau-là n'ait pas une part de responsabilité dans l'échec de l'aide internationale à Haïti? Où est passé le Brésil dans tout ça? Nous avons l'impression que dans le livre de Ricardo Cétéphus, que le Brésil était absent, complètement absent de tout ce qui se passe en Haïti. Donc, il se retire, il retire son pays, il enlève son pays dans tout ça. Donc, la question, c'était de savoir en quoi est-ce que le Brésil était impliqué exactement oui, mais dans tout ce qui se passe. Il pourrait aussi vous répondre que, en faisant allusion à l'aide internationale, Ricardo Cétéphus évoquait l'assistance internationale au lendemain du séisme de janvier. Et la MINUSTAH est dirigée en quelque sorte, en fait, dont la force militaire est dirigée par le Brésil, était en Haïti avant le séisme de janvier. L'assistance n'est pas uniquement humanitaire. Il y a aussi l'aide publique au développement, il y a aussi l'aide par rapport à la politique interne du pays, notamment à travers les élections. Et la MINUSTAH était présente lors des élections de 2010. Et la question que nous nous posons, est-ce que le Brésil n'a pas échoué dans son apport, dans son appui apporté au gouvernement haïtien pour gérer les élections de 2010? Et vous savez très bien tout le tollé qu'il y avait avec les élections de 2010. Donc c'est un ensemble de questions que nous nous sommes posées autour de ces écrits-là et pour arriver à cette conclusion que les pays étrangers, les pays partenaires ont des relations avec Haïti, mais il y a des intérêts stratégiques. Et on a aussi mis l'accent sur 3 concepts. C'est le concept de diplomatie de solidarité, le principe de non-ingérence et le principe de non-indifférence. Ces 3 concepts-là, le Brésil les a appliqués et à des moments différents. Diplomatie de solidarité, le Brésil se montre solidaire. À un certain moment de la durée, le Brésil ne voulait pas intervenir en Haïti, ne voulait pas intervenir dans les missions onusiennes. C'est le principe de non-ingérence. Et pour cacher ses intérêts, ses vrais intérêts, il a utilisé maintenant le principe de non-indifférence pour contrecarrer, par exemple, le principe de non-ingérence qu'il a prôné au début des années 90, fin et début 2000. Donc, c'était important pour nous de relater ces concepts, de montrer les contradictions à l'intérieur même de la politique étrangère du Brésil à travers ces 3 concepts. Merci, Jefferson Bélizaire. Alors, Whistlin, Oui. et combien... Ils sont nombreux, les écrivains ou encore les co-auteurs de... Nous sommes 6, 3 filles, 3 hommes, à savoir Stéphanie Valmire, et Myriam J. Jean-Baptiste et moi, Wissy Nussin. Et puis les 3 hommes sont Jefferson Bélizaire, Melek Jean-Baptiste et puis Patrick Saint-Pré. Non, en fait, c'est votre premier essai, non? C'est notre premier essai pour ce groupe, sous la direction du professeur Harold Toussaint. C'est dans le cadre du collectif universitaire citoyen QC. Dans cet ouvrage,
on découvrira des analyses, des réflexions. Des analyses, des réflexions, des critiques, des commentaires également, quelques recherches que nous avons fait, des interviews, etc. Les résolutions de la MINUSTAH, nous parlons également de la MINUSTAH pour que les gens puissent comprendre comment la MINUSTAH fonctionne dans le pays. Et on trouvera tout comment ça. la MINUSTAH fonctionne? On invite quand même les lecteurs à se procurer du livre pour avoir plus de détails. D'ailleurs, vous n'auriez pas le temps de tout dévoiler. Tout dévoiler. Il faut voir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'il faut renouveler le mandat de la MINUSTAH, il y a une résolution. Et la résolution, c'est à peu près 3, 4 ou 5 pages pour expliquer, voilà les causes, voilà les raisons qui fait qu'il faut à nouveau renouveler le mandat de la MINUSTAH. Il faut encore une fois un mandat d'1 an et pour pouvoir aider Haïti parce que Haïti n'arrive pas à s'en sortir. Haïti n'arrive pas à avoir la stabilité, la sécurité nécessaire pour que la MINUSTAH puisse partir. Donc s'ils n'ont pas menti, si les Nations Unies n'ont pas menti, si la MINUSTAH n'a pas menti, donc cela traduirait leur échec, non? En fait, non, s'ils n'ont pas menti en disant que Haïti n'est pas stable, n'est pas encore stabilisé, et l'insécurité est bel et bien là, et donc si certains problèmes auxquels on faisait face depuis le début du déploiement des forces onusiennes en Haïti jusqu'à aujourd'hui, si c'est vrai, c'est-à-dire si les Nations Unies disent vrai, au moment de renouveler les différentes résolutions, cela voudrait dire qu'il y a échec. En fait, ce que je pourrais vous dire, Wendell, mentir de quel sens? Est-ce qu'ils ont fait le travail? Est-ce qu'ils ont apporté effectivement de l'aide? Parce que si vous êtes là depuis plus de 10 ans, rien n'a changé, la question se pose, qu'est-ce que vous avez fait entre-temps pour que l'état du pays reste le même? Pour que rien n'évolue, pour que rien ne change. Est-ce que vraiment l'aide que vous apportez, est-ce que ça marche est-ce que vous allez de pair avec le gouvernement pour pouvoir trouver la solution adéquate pour résoudre le problème? Quelle est votre part de responsabilité également, mis à part la responsabilité du gouvernement? Jefferson et Wesleyan, avez-vous pensé à laisser un chapitre aussi aux Haïtiens, pour les critiques adressées aux Haïtiens aussi, j'espère, parce que quand même, si la MINUSTAH est là, la MINUSTAH n'avait pas décidé toute seule de venir chez nous. Effectivement, c'est nous autres Haïtiens qui les avons invités à venir. Les avons invités à venir. Est-ce que vous avez pensé à dire ça aussi? Oui, définitivement. Oui. Et dans le livre, vous l'avez dit? Oui, bien sûr. Nous l'avons dit. Et on a accepté l'idée proposée par Stéphane Fous, ou bien l'idée avancée par Stéphane Fous, où il dit que les élites haïtiennes, les élites économiques, élites intellectuelles, élites politiques sont responsables de cet échec également, ou sont complices de cet échec. Et dans la conclusion du livre, nous avons avancé l'idée qu'il est important que les Haïtiens comprennent la nécessité de réussir ensemble, la nécessité de trouver un consensus pour sortir Haïti du marasme économique, de la crise structurelle permanente qui dure depuis 1804. La guerre des diplomates en Haïti, quand Ricardo Seitenfus veut sauver son Brésil. Vous avez parlé de Stéphanie Balmière qui a participé. Stéphanie Balmière, sans Villedoin, ce n'est pas la ministre. Il y a toujours cette question qui nous revient à chaque intervention, à chaque interview. Ce n'est pas la ministre, c'est Stéphanie Balmière, l'écrivain, l'étudiante finissante en communication sociale à la Faculté des sciences humaines. Il y a d'autres œuvres en cuisine, non? QC a toujours des œuvres en cuisine. Pour le moment, pour ce groupe-là, nous allons céder la place à un autre groupe parce que nous devons préparer notre mémoire de sortie à la faculté et franchir une nouvelle étape. Donc, nous allons produire à nouveau pour ce groupe-là, c'est sûr, mais pour le moment, il y aura une nouvelle promotion tout de suite après Livre Folie. Et on a sorti de nombreux exemplaires, non? De nombreux exemplaires, bien sûr. Des milliers? Il y en aura. Il y en aura pour beaucoup de gens. Beaucoup de monde. Et c'est pas cher non plus? C'est à 300. Je sais que c'est financé en partie par la Unibank et encore non? Tous les ouvrages qui sont en signature. Oui, Livre Folie a une réduction de 40%. Donc, normalement, le livre devrait être à 600 gourdes. À cause de la réduction, avec la réduction, ce sera à 360 gourdes à Livre Folie. Et en librairie, ce sera à 600 gourdes. Ça, 600 gourdes. Alors,
ce livre est destiné à qui? Aux diplomates ou bien aux Haïtiens? Ce livre est destiné d'abord aux Haïtiens parce que nous... En fait, pour une prise de conscience? Bien sûr, pour une prise de conscience. Et l'idée, c'est de les appeler à se mettre ensemble, à se réunir autour d'un dialogue collectif, autour d'un dialogue qui porte fruit pour sortir le pays de cette crise économique, et politique, et culturelle également. Nous devons comprendre que ceux-là et celles qui ont rédigé ce livre font partie d'un groupe ou d'un club ou bien ou d'une association. Les étudiants font partie de QC, Collectif des universitaires citoyens, qui prône l'éducation à la citoyenneté, qui prône la solidarité et la réussite collective. Et c'est notre 11e ouvrage collectif. Oui. Et aussi, QC va sortir un nouveau livre sous la direction du professeur Hérol Toussaint. C'est l'idée d'université expliquée aux étudiants. Je crois que le professeur... Oui, c'est le livre du professeur et c'est également sous QC. Oui. De toute façon, bravo. Quand des étudiants veulent prêcher par l'exemple ou encore donner l'exemple, donc c'est à encourager et surtout vous vous organisez en groupe pour projeter une image plus ou moins positive de l'université. Oui. On ne va pas vous retrouver à casser les vitres de véhicules, les pare-brises de véhicules, ni à dresser des barricades, faire de pneus enflammés. L'université reste l'espace de débat. Justement, nous prenons le dialogue, le débat pour trouver une solution. Donc, les manifestations... Je ne voudrais pas vous demander d'aller trop loin parce que quand même, ce sont quand même vos camarades qui agissent de cette manière. Bon, effectivement, ce sont nos camarades, mais nous pouvons prêcher l'exemple et puis leur demander d'arrêter, de prendre le dialogue, de prendre un autre chemin. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci Wissline, merci Jefferson. Franchement, c'est de tout cœur que je vous souhaite du succès. Merci Wendell. À Livre en Folie, c'est 2 jours cette fois-ci, c'est 26-27 au parc historique de la canne à sucre. De la canne à sucre. Voilà la guerre des diplomates en Haïti quand Ricardo Seitenfus veut sauver son Brésil. Il a réussi ou pas? Il a réussi à sauver son pays, mais en fait, dans son livre, il a réussi à sauver son pays, mais pas dans la réalité, pas dans les faits. OK, et merci encore une fois à Wissline Louissin, merci à Jefferson Bélizer. Rapidement, je rappelle les quelques titres qui seront donc en signature demain. Au bout du tunnel de Sonny Lamar. Ensuite, il y a notre Église et le sous-développement. En parlant de notre Église et le sous-développement, j'annonce au révérend pasteur Jean-Éder Petit-Frère que bientôt il sera une nouvelle fois à la rubrique Le Point de Métropole. La guerre des diplomates en Haïti. Et puis, il y a ces amis-là qui nous prient d'évoquer au cours de cette émission les titres de leurs ouvrages qui seront également en signature demain à Livre en Folie, demain et après-demain. D'abord, je rappelle Les ailes cassées de la colère, ce roman de Edgar Gousse, et Je ne danse qu'avec les femmes nues, toujours d'Edgar Gousse. L'épineuse question de la décharge en Haïti de Joubert Neptune et le mouvement national patriotique du 28 novembre de Jean Bélizer. Nous n'aurons jamais le temps d'évoquer ou encore de parler de tous les titres qui seront en signature demain. Soyez pas jaloux, mesdames et messieurs, il faut nous comprendre. Aussi. Merci encore une fois Wissline, merci Jefferson, merci au docteur Mathieu, merci à Sonny Lamar Joseph. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la rubrique Le Point de Métropole et j'annonce que demain, il y aura congé. Donc, merci encore une fois à vous tous qui avez choisi de nous accueillir aujourd'hui pour cette édition spéciale de la rubrique Le Point. L'on se revoit vendredi prochain. Merci et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.